Alors, je commencerai mon intervention en reprenant une distinction essentielle de l'invitation à ce forum, celle entre défaite et échec. J'ai moi-même pris cette distinction il y a près d'une décennie pour les recherches qui m'ont conduit au livre Les figures de la révolution africaine, une contribution pour tenter d'analyser l'épuisement de la vague révolutionnaire des mouvements de libération nationale de la séquence 1945-1975, allant de la défaite du nazisme aux indépendances des colonies portugaises, en passant par Bandung et la tricontinentale. Le terme échec est sans surprise celui repris, diffusé et ressassé par la classe dominante en raison de ses conséquences pratiques. Cette qualification induit en effet non pas seulement le constat d'un non-aboutissement du projet révolutionnaire, mais oriente vers la conclusion d'une inconsistance de ce projet, d'une impossibilité de ce projet, d'une non-viabilité de ce projet, bref, du caractère irréaliste de tous nos projets révolutionnaires, voire même du caractère dangereux des tentatives de rupture révolutionnaire. Le terme défaite, quant à lui, renvoie plus à l'idée d'un rapport de force qui ont déterminé justement cette défaite. Il ne détermine pas que le projet révolutionnaire doit être enterré, mais au contraire, appelle à l'analyse des conditions et des orientations qui ont permis de transformer le rapport de force ayant conduit à la défaite pour faire ressurgir une nouvelle séquence révolutionnaire. Ces deux termes sont des parties intégrantes du combat pour l'hégémonie culturelle. Ils en expriment les deux pôles antagonistes. Le fait que le terme échec ait prédominé jusqu'au début de ce siècle et que le terme défaite soit redécouvert depuis 1 à 2 décennies est lui-même à inscrire dans sa base matérielle. Car l'ancrage dans la base matérielle doit rester la méthode essentielle d'analyse des situations si nous voulons avoir prise sur la réalité. Pour simplifier, disons que la défaite de l'URSS a ouvert une période de contre-révolution mondiale sur tous les plans de la réalité. Sur les plans économiques d'abord, avec l'offensive dite néolibérale, mais également sur le plan idéologique, avec la théorisation de la fin de l'histoire, puis de la guerre des civilisations d'une part, mais aussi par un mouvement idéologique beaucoup plus vaste, consistant à banaliser, à promouvoir, à diffuser, à imbiber dans nos sociétés des approches postmodernistes qui ont comme point commun, malgré leur diversité, d'éliminer toute réflexion en termes de système ou en termes de mode de production dominant. On pouvait ainsi reconnaître des oppressions partielles sans jamais les relier au mode de production qui les détermine, sans jamais les relier au mode de production qui donne le là à l'ensemble des aspects de nos sociétés. Ceci dit, l'histoire ne s'arrête jamais, c'est une des lois de la dialectique. Des résistances se sont développées, elles étaient de nature extrêmement différente, elles se sont organisées et ont convergé progressivement vers un changement qualitatif que nous vivons aujourd'hui. Je pense que nous sortons de la phase de contre-révolution mondiale qui a prédominé et que des facteurs de résistance extrêmement importants se sont développés. On peut en voir des indices dans le développement des BRICS et leur élargissement, malgré toutes leurs inconséquences et contradictions, dans les coups d'État patriotiques en Afrique de l'Ouest, dans l'intervention militaire de la Russie en Syrie qui a bloqué le processus de balkanisation de l'ensemble du Moyen-Orient, dans la guerre défensive du capitalisme russe en Ukraine, indépendamment de la nature du pouvoir russe, c'était objectivement une guerre défensive, dans le retour de la résistance palestinienne symbolisée par l'offensive du 7 octobre, dans l'émergence de nouveaux groupes communistes, aussi modestes soient-ils, dans de nombreux pays. Tous ces éléments sont le signe de la sortie de la séquence régressive ouverte par le cataclysme qu'a constitué la fin de l'URSS. Nous sortons donc aujourd'hui de cette phase de défaite, mais il est essentiel d'en tirer le bilan pour ne pas reconduire à l'avenir les mêmes impuissances qui ont été les nôtres. Si l'offensive idéologique bourgeoise a pu avoir un tel effet, il faut en rechercher les causes. Et pour moi, une des principales causes est la domination des approches idéalistes qui étaient largement présentes dans notre camp, mais également le fait que nos militants n'étaient pas assez armés théoriquement et idéologiquement, que nos analyses, malgré leur richesse, n'avaient pas entièrement rompu avec l'approche idéaliste. Je me propose d'en prendre 3 exemples qui me semblent essentiels dans la séquence historique qui est la nôtre. Et la première, c'est la notion de transition du capitalisme au communisme.
D'abord, il faut réhabiliter le concept de transition qui a trop souvent été mis de côté au profit d'une approche en termes de rupture immédiate ou de rupture totale à un moment donné. Il y a eu tout un discours romantisé sur la révolution, sur le grand soir, la révolution étant posée comme étant un moment daté et non pas un processus. Or, tous les travaux justement de nos anciens qui nous ont fait hériter d'une approche scientifique était au contraire de penser de manière matérialiste la transition. On ne passe pas d'un mode de production à un autre comme cela, à une date précise et à une heure précise. Un des apports inestimables de Marx et Engels, approfondi par Lénine, Staline et Mao, c'est justement la mise en évidence des lois de la dialectique, qui sont d'abord des lois de la matière, et de ce fait qu'ils sont inévitablement et logiquement également des lois de la pensée. Parmi ces lois, la mise en évidence des processus de transformation du réel, à partir de changements quantitatifs infinitésimaux, produisant après un certain seuil d'accumulation un changement qualitatif, est une des lois essentielles. Ces accumulations quantitatives et ces ruptures qualitatives sont pertinents à la fois dans le processus progressif, c'est-à-dire le passage par exemple du capitalisme au socialisme ou du féodalisme au capitalisme, mais également pour les processus régressifs, c'est-à-dire par exemple la restauration du capitalisme dans un pays socialiste. Il en découle la nécessité de réhabiliter la notion de transition sur laquelle insistent tant Marx et Lénine. Il en découle également la nécessité de réancrer notre approche de cette transition dans sa base matérielle. Ce sont à chaque fois des questions concrètes auxquelles ont été confrontées ces expériences. Ce sont à chaque fois des rapports de force précis à laquelle ils étaient confrontés et non pas le déroulement d'un programme révolutionnaire préécrit et préétabli. Autrement dit, la transition du capitalisme au socialisme s'inscrit dans une longue période historique faite d'avancées, de recul, de reprise de l'initiative. Il en était ainsi pour le passage du féodalisme au capitalisme, comme dans toutes les transitions d'un mode de production dominant à un autre. C'est dire que l'approche idéaliste consistant à trier en deux catégories, une expérience serait capitaliste ou socialiste, eh bien, passe à côté de l'essentiel qui est l'analyse concrète de cette expérience avec ses contradictions, ses rapports de force, ses tâches à accomplir, etc. C'est dire que le capitalisme ne prend pas fin avec la prise du pouvoir. Cette loi est essentielle également pour comprendre les processus régressifs. La prise de pouvoir par Gorbatchev ou par Helsinki ou auparavant par Khrouchtchev ne met pas instantanément lien à l'ensemble des conquis socialistes. L'approche idéaliste, pour sa part, cherche les points de rupture absolus, aboutissant à des querelles sans fin sur les débuts du socialisme. Certains vous diront que le socialisme commence en octobre 17, d'autres au moment de la collectivisation, d'autres au moment de la Constitution de 1936, etc. Mais on a les mêmes querelles également sur la fin du socialisme. Certains vous diront à la mort de Staline, d'autres à l'arrivée de Gorbatchev, d'autres diront non, c'est l'arrivée de Helsinki. Toutes ces dimensions-là sont le signe d'un idéalisme dominant, cherchant le point de rupture et n'analysant pas le processus qui est en cours, qui est un processus en termes de rapport de force. L'exemple de l'après-Seconde Guerre mondiale et de ses effets sur les équilibres politiques dans les pays socialistes est extrêmement important. Si on l'ancre dans les réalités matérielles concrètes, eh bien, on peut s'apercevoir que beaucoup de choses vont se jouer au cœur de la Seconde Guerre mondiale et qu'on ne peut pas comprendre ce qui va être appelé l'échec par nos ennemis et ce que nous appelons défaite si on ne le réinscrit pas dans ces rapports de force. L'ampleur du combat à mener contre le nazisme, l'ampleur du poids de la lutte anti-nazie portée par les peuples soviétiques a nécessité, pour que cela soit possible, la mobilisation des meilleurs cadres du Parti communiste bolchevique, ceux qui avaient été formés justement dans toute l'histoire première du parti, de la prise du pouvoir à la construction du socialisme. Jamais on n'aurait pu emmener l'ensemble des peuples soviétiques à un tel combat avec 20 millions de morts si les communistes n'en avaient pas montré l'exemple, s'ils n'avaient pas été à l'avant-garde, etc. Le Parti communiste bolchevique sort en 1945 épuisé, avec une véritable saignée de ces cadres et de ces cadres les plus révolutionnaires qui ont été des donneurs d'exemples. Et c'est dans ce moment-là particulier, un moment effectivement qui aurait
pu être dépassé, mais qui, dans le rapport de force de l'époque, a permis à un certain nombre de processus réformistes de s'intégrer à l'intérieur du parti et à se développer progressivement, bien entendu en se masquant jusqu'à arriver à des étapes comme celle de l'arrivée de Khrouchtchev, puis après euh, aboutissant à la catastrophe gorbatchevienne. Bref, on voit bien que là, nous avons une transition de dégénérescence qui n'est pas du fait d'une erreur de nos camarades communistes bolcheviques, mais qui est tout simplement le résultat d'une situation concrète, matérielle à un moment donné. Il ne suffit pas de rêver au socialisme pour le construire, il faut partir du réel, et le réel ne rend pas possible tout ce qui est nécessaire. Il faut qu'on distingue la notion de nécessité et la notion de possible, et le rythme des transformations à l'échelle mondiale, le rythme de la transition au socialisme n'est pas un choix que font les révolutionnaires. Les révolutionnaires aimeraient que ça soit du jour au lendemain, mais ça s'inscrit dans ce rapport de force si nous voulons que la transition débouche réellement. C'est ce type d'approche idéaliste recherchant la date, niant la dimension de processus, niant la dimension de transition qui va conduire à la débandade au moment où disparaît l'URSS ou que la Chine entre dans la mondialisation. Le second aspect de la transition, c'est la nécessité de l'ancrer dans ses dimensions matérielles concrètes. La transition du capitalisme au socialisme est d'abord matériellement déterminée, c'est-à-dire qu'elle est dépendante des conditions matérielles concrètes. Le processus révolutionnaire ne peut pas prendre les mêmes formes s'il survient dans un pays du centre impérialiste ou dans une périphérie dépendante. Les compromis, qui ne sont pas des compromissions, sont différents si nous parlons de la Chine ou de l'Allemagne, de Cuba ou de la France. Il s'en suit qu'il n'y a jamais de processus révolutionnaire pur, mais des efforts concrets, toujours dépendants du contexte matériel et de ses rapports de force. C'est dire l'erreur consistant à rechercher un modèle à suivre ou à condamner tous les compromis matériellement déterminés. On condamnera ainsi l'expérience cubaine, on condamnera l'expérience chinoise ou vénézuélienne en se contentant d'un classement binaire, le socialisme pur ou capitalisme. Et de même, on nous dira encore de manière encore pire, soit on est socialiste pur, soit on est impérialiste, dans les analyses qui aujourd'hui se limitent en guise de réflexion à affirmer que la Chine est impérialiste, que la Russie est impérialiste, etc. Cette erreur est également présente dans l'analyse des mouvements sociaux spontanés sous le capitalisme. Elle conduit à se méfier en France d'un mouvement comme les Gilets jaunes au lieu de mener le combat pour en prendre la direction idéologique. Là aussi, la recherche de la pureté, la négation de cette dimension de transition, le fait que ce sont les conditions matérielles qui déterminent les formes de la contestation, fait qu'on passe à côté d'un certain nombre de mouvements qui sont l'expression d'une révolte et qui ont besoin effectivement d'une direction idéologique que nous devons conquérir. À l'avenir, nous aurons inévitablement de nouvelles victoires socialistes, mais aussi de nouveaux reculs. Et c'est important que cette transition du capitalisme au socialisme ne se fasse plus sur la quête de la recherche du miracle. C'est une transition, elle est longue et elle est faite d'avancées et de reculs. Ce qui est certain en revanche, c'est que nous ne revenons jamais entièrement au point initial. Chaque expérience, même défaite, est une expérience qui nous apprend des choses et qui nous permet de repartir au combat mieux armés en évitant de refaire les mêmes erreurs. En témoigne la popularité de la période socialiste dans les opinions publiques des pays l'ayant vécu. Et ce, en dépit de l'ampleur des moyens qui ont été mis en œuvre pour le discréditer. Nous n'avons jamais connu de campagne idéologique aussi importante pour discréditer, salir tout ce qui a été réalisé de 1917 aux années 80 dans ces pays socialistes. Et pourtant, les opinions publiques en gardent une nostalgie. On peut analyser ça comme étant de la nostalgie subjective. On peut, au contraire, la considérer comme étant un rappel de la réalité. La réalité se rappelle à nos idées pour indiquer ce qui a été réalisé. Le second point que je voudrais aborder comme exemple de rupture avec l'idéalisme nécessaire, c'est le lien entre les luttes de libération nationale et pardon, et les luttes contre l'impérialisme. L'approche idéaliste conduit également à une insuffisante prise en compte du caractère mondial de la transition au socialisme depuis le passage du capitalisme à son stade suprême, l'impérialisme. Il n'y a pas des réalités nationales qui seraient indépendantes du système impérialiste mondial. Chacune des réalités
nationale a bien entendu son autonomie relative, mais dépend de ses interactions avec le système impérialiste mondial. Et par conséquent, le combat est d'abord de dimension mondiale. L'internationalisme doit devenir une des dimensions centrales de nos identités et non pas un à côté auquel on pense en considérant que c'est la scène nationale qui, toute seule, indépendamment de ses liens avec l'extérieur, détermine la réalité. C'est ce qui a conduit d'ailleurs historiquement à sous-estimer les potentialités révolutionnaires de la Russie. Tout le monde pensait que la révolution allait naître en Allemagne ou en France ou de la Chine, puis de sous-estimer l'importance des mouvements de libération nationale après la Seconde Guerre mondiale. L'identité anti-impérialiste comme partie essentielle du combat pour la révolution mondiale est relativisée par cette approche idéaliste et sous-estimée par cette approche idéaliste. Il ne faut pas nier qu'il y a à ce niveau-là une vision eurocentrée. Nous devons continuer nos réflexions pour la comprendre et l'éradiquer. Une vision eurocentrée qui est que dans nos centres impérialistes, nous héritons de mouvements de rupture qui sont des mouvements qui se situent au sein de du cœur de la bête impérialiste et que par conséquent, nous sommes aussi touchés par l'idéologie dominante. Et donc, il y a une vision eurocentrée qui a conduit à plaquer sur l'URSS ou sur la Chine ou sur Cuba aujourd'hui des exigences qui ne correspondaient pas aux réalités concrètes de ces pays. Cette sous-estimation de la lutte anti-impérialiste et de la communauté de combat avec les mouvements de libération nationale qui se confrontent au même ennemi est pour moi une des tares idéologiques essentielles du mouvement communiste occidental. S'il n'y a pas rupture avec cette sous-estimation de la lutte anti-impérialiste, nous pourrons au mieux constituer des mouvements radicaux, mais non pas des mouvements révolutionnaires capables de mettre à bas le système capitaliste. Elle est à l'inverse de la position de Lénine, qui, je le rappelle, définissait la révolution mondiale non pas comme une succession de révolutions nationales, mais comme l'articulation de trois processus. La lutte des prolétaires contre leur exploitation au sein des centres impérialistes, la lutte des pays socialistes contre l'encerclement et la tentative de les détruire, et la lutte des peuples dominés par l'impérialisme pour s'en émanciper, c'est-à-dire les luttes de libération nationale. La révolution mondiale, c'est l'ensemble de ce processus-là. Et lorsque nous soutenons un mouvement de libération nationale, nous n'avons pas à aller regarder s'il est dans un programme pur de rupture. Nous avons juste à nous poser la question, s'oppose-t-il à l'impérialisme qui est notre ennemi ici, ou ne s'oppose-t-il pas? Notre question n'est pas celle de la pureté d'une expérience de libération nationale ou de la pureté d'une expérience de construction du socialisme, mais elle se résume à la question, ce mouvement concret affaiblit-il le système impérialiste mondial ou non? Tant que nous serons encore dans des approches en termes d'évaluation totale, en termes de tri, à base de pureté, nous ne pourrons pas prendre en compte le mouvement réel qui est toujours un mouvement qui n'est jamais dans une pureté absolue. Ce qui nous permet d'aborder la troisième dimension, qui est au cœur de cette distinction entre échec et défaite. Quel est le bilan mondial réel de cette décennie de socialisme? D'abord, rappelons, les ruptures socialistes ont eu lieu dans des pays non industrialisés. L'ampleur des tâches qui en découlent sont immenses et le résultat permet d'affirmer sans aucune hésitation la supériorité du mode de production socialiste sur le mode de production capitaliste, et ce, dans tous les domaines. Ces pays ont dû s'attaquer à des tâches multiples, à la construction de la nation, qui était un processus qui était inachevé, à la question agraire, avec des collectivisations à mettre en œuvre, à la création d'une base industrielle en ne disposant pas du processus qui a permis au capitalisme de réaliser son accumulation primitive. Il était hors de question que les pays socialistes se mettent à coloniser d'autres pays pour construire leur industrie, et donc ils ont dû créer une base industrielle sans aller opprimer d'autres peuples, à mettre en œuvre des programmes d'alphabétisation massive alors que l'essentiel de la population était analphabète, et à la construction d'un système de santé pour tous, etc., etc. Ils ont dû en outre mener ce combat dans des conditions d'encerclement inédits. Et pourtant, le bilan est là. Non seulement les conditions d'existence des classes populaires se sont améliorées de manière inédite dans l'histoire, et on ne connaît pas d'autres exemples historiques dans lesquels le bon des conditions d'existence d'une population opprimée s'est transformé aussi rapidement en quelques décennies. Ce sont des siècles de transformation
que l'on peut constater. Mais le socialisme a également créé les conditions de surgissement du vaste mouvement de libération nationale. En affaiblissant l'impérialisme, la construction du socialisme dans ces pays a permis effectivement de changer le rapport de force et de créer des contradictions permettant au mouvement de libération nationale de sortir de près d'un siècle dans lequel le colonialisme apparaissait comme incontournable, comme définitivement installé. C'est dire qu'un des dangers qui nous guette aujourd'hui, c'est de ne pas réinscrire dans le ton long l'ampleur de notre projet révolutionnaire, et car seul le temps long nous permet de saisir que le nihilisme sur la réalisation de notre camp n'est pas une réalité spontanée. Le nihilisme est une production, il est le résultat d'un désarmement idéologique diffusé massivement par tous les appareils idéologiques d'État. Votre journée, en s'attachant à saisir effectivement cette différence entre échec et défaite, est une nécessité parce qu'elle permet de nous poser la question de à la fois comment on s'inscrit dans le contexte très concret d'aujourd'hui et non pas dans un programme préétabli, mais aussi de ne pas sombrer dans le nihilisme en héritant de tous les acquis des générations antérieures de révolutionnaires.